Au Sénat, une audition stratégique se penche sur les capacités terrestres de la France, au cœur des enjeux militaires actuels et des nouvelles formes de conflits. Le chercheur Léo Peria-Peigné apporte un éclairage précis sur les défis opérationnels et les choix à venir pour les forces armées. Pour suivre ces analyses essentielles au cœur de la défense française, partagez et abonnez-vous à Hémicycle. J'accueille aujourd'hui Léo Peria-Peigné, qu'on a, pour certains d'entre nous qui sommes sur le sujet capacitaire, évidemment l'habitude de voir et avec qui on échange régulièrement. Chercheur au Centre d'études de sécurité de l'IFRI, que nous avions déjà entendu il y a quelque temps à propos d'un rapport qu'il avait rédigé sur l'avenir de la Bundeswehr. Et alors que notre commission devait examiner au printemps le projet de loi portant actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030, devrait être examiné au printemps, et que la guerre en Ukraine a passé hier le cap des 4 années de combat, il nous faut repenser l'avenir de la sécurité en Europe et les modalités d'un choc avec la Russie qui, selon une majorité d'experts, ne peut être exclu d'ici 2030. Je vous remercie de votre attention. Ce choc pourrait prendre la forme d'un test sur un territoire de l'OTAN. La guerre en Ukraine a montré l'importance des armes de décision sophistiquées comme les missiles ainsi que le rôle crucial du renseignement satellitaire et électronique. Elle a également mis en évidence le caractère essentiel des armes d'usure, au premier rang desquelles figurent l'artillerie et les drones. Autant les drones constituent une dimension nouvelle, polyforme et évolutive, autant l'artillerie constitue une arme bien connue dont l'efficacité est proportionnelle à la quantité de munitions disponibles. Or, le segment feu a été progressivement délaissé dans nos armées après la fin de la guerre froide, dans le cadre d'une multiplication des conflits asymétriques qui rendaient l'usage des chars lourds et de l'artillerie peu adapté. Ce segment est aujourd'hui redevenu fondamental pour tenir un front à l'est de l'Europe. Nous sommes donc dans l'obligation de nous rééquiper pour combler les trous capacitaires et assurer la succession de certains matériels éprouvés. Nous avons évoqué hier en commission avec le délégué général pour l'armement plusieurs des décisions qui devront être prises dans les mois à venir. Cela concerne le choix d'une solution souveraine pour le feu dans la profondeur, ainsi que la décision d'acquérir une capacité de transition en matière de chars lourds, puisqu'il est acquis que le projet MGCS n'aboutira pas avant 2045 et le char Leclerc devra être remplacé lors de la prochaine décennie. Monsieur Peria-Peigné, vous avez signé ces derniers mois 2 rapports remarqués sur ces sujets. Le premier rapport, intitulé « Chars de combat, obsolescence ou renaissance », constatait l'usage d'un nombre très important de chars de combat dans la guerre en Ukraine, tout comme la vulnérabilité de ce matériel sur le champ de bataille qui a imposé de redéfinir les doctrines d'emploi pour soutenir l'infanterie et toucher des objectifs au-delà de la ligne de front. Le second rapport, intitulé « Lance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable », que vous venez de rendre, revient sur la question des feux de profondeur qui nous font tant défaut aujourd'hui pour tenir un front. Ces 2 rapports que vous allez nous présenter mettent le doigt sur 2 sujets essentiels que nous aurons abordés dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Comme je l'indiquais, un consensus est en train d'émerger sur la nécessité de doter de l'armée de terre d'une capacité de transition en chars lourds pour succéder au Leclerc qui deviendra obsolète lors de la prochaine décennie. 3 scénarios seraient aujourd'hui à l'étude. Le premier, c'est une tourelle française sur un châssis allemand, ce qui supposerait d'obtenir l'accord du partenaire allemand. La deuxième, un char franco-français avec éventuellement un moteur allemand ou italien, ou en troisième cas, un char allemand acheté sur étagère qui risquerait de faire perdre toute compétence à la France sur ce segment. Et les débats portent également sur le nombre de chars nécessaires. De même, la résorption de nos lacunes en feu de profondeur a été identifiée comme une priorité par l'état-major, mais un débat subsiste sur le choix d'une solution souveraine, qui a toujours eu la préférence de notre commission, et qui, je le rappelle ici pour les collègues, mais chacun s'en souvient, a fait l'objet à l'époque d'un amendement de la loi de programmation militaire de 2023, que nous avions finalement retiré, qui était un amendement d'appel, mais qui n'engage pas moins, évidemment, notre volonté de voir une solution souveraine arriver dans nos forces. Et le choix d'un achat sur étagère, sachant que la solution américaine ne serait pas disponible avant la prochaine décennie. Et j'ajoute que l'émergence d'un intérêt pour le Pinaka indien s'est accompagnée de nombreuses mises en garde quant à l'insuffisance de ses performances, compte tenu notamment du besoin de frappe au-delà de 150 km et d'autres éléments techniques que j'avais eu l'occasion d'aborder évidemment ici lors de l'audition du chef d'état-major de l'armée de terre. Sur tous ces sujets, nous devons donc réfléchir en tenant compte à la fois de nos moyens limités,
de l'urgence de la menace et des impératifs de souveraineté qui nous amènent à bien identifier les équipements critiques et ceux qui le sont moins. Compte tenu de vos travaux passés et présents, vous êtes en mesure de répondre à de nombreuses questions concernant les enjeux relatifs à l'actualisation de la loi de programmation militaire. C'est la raison pour laquelle je proposerai à mes collègues sénateurs de vous interroger sur ces différents aspects après votre intervention liminaire. Je rappelle que cette audition est captée, diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Et donc je vous laisse la parole, M. Perriat-Peigné, pour vos propos liminaires, et ensuite nous aurons l'occasion de vous interroger les uns les autres. C'est une audition très capacitaire aujourd'hui, mais nécessaire pour y voir un peu plus clair dans les travaux que nous allons mener dans la préparation de la loi de programmation militaire, qui, je le rappelle, interviendra au Sénat dans le courant du mois de mai, aux alentours du 11 mai pour la commission et du 19 mai pour l'étude en séance plénière. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à la Commission pour son intérêt pour les sujets capacitaires, qui n'a fait que s'accroître depuis 4 ans maintenant. Pour aller très rapidement, donc je vous propose pas forcément d'évacuer, mais de traiter dans un premier temps le sujet lance-roquettes, qui est un petit peu plus court et un petit peu plus ramassé, et dans un second temps, éventuellement, de passer au char, avec peut-être une séquence de questions sur les lance-roquettes d'abord, et ensuite pour faire un peu de subsidiarité. Quelques éléments de contexte sur cette étude. Donc, en 2019, rappelons-le, il n'y avait absolument aucune perspective de remplacement des lance-roquettes unitaires français à un horizon 2030, pour une capacité qui était pourtant déjà en voie de réduction avec une disponibilité qui était très faible. 2022 a été un moment de réveil avec un rappel, on va dire, et une innovation sur l'utilisation et l'importance des frappes dans la profondeur et aussi des frappes de saturation utilisées par l'Ukraine comme par la Russie. L'importance aussi de la souveraineté sur ces enjeux-là, puisque les systèmes reçus par l'Ukraine avaient en eux en fait le contrôle des Occidentaux sur les cibles choisies dans le souci d'éviter l'escalade, ce qui a poussé notamment l'Ukraine à développer ses propres systèmes de frappe dans la profondeur, avec des noms exotiques comme le missile Flamingo et quelques autres que vous connaissez déjà. Et enfin, 2023, le lancement du programme Frappe dans la profondeur Terre, qui était la réaction française à cette prise de conscience, qui prévoyait de demander à 2 groupements d'entreprises, donc Safran et MBDA d'un côté, puis Thales et Ariane de l'autre, pour proposer une solution à d'abord 150 puis 500 km en artillerie sol-sol pour la France, avec aussi quelques impératifs qui étaient notamment celle de, si possible, utiliser les munitions des lance-roquettes actuelles et éventuellement celles de ses voisins, avec une cible à 13 systèmes en 2030 et éventuellement 13 de plus en 2035 si la LPM d'alors s'y prête. L'important étant cependant que la France ayant si peu investi dans ses capacités de lance-roquettes depuis le début des années 2000 que les systèmes doivent en fait sortir du service en 2027, le FLPT n'étant pas prêt avant 2030, vous avez donc un problème de rupture de capacité et, comme pour le char, un besoin de capacité intermédiaire pour éviter toute perte de compétences ou même de complétude du modèle français. Quelques rappels assez rapides. Qu'est-ce qu'un LRM ? Un LRM, un lance-roquette multiple, donc on va parler de 4 éléments. Donc un porteur qui est un véhicule à roues ou à chenilles, qui est une priorité assez faible et un niveau stratégique qui est globalement inexistant. Un panier qui va être la structure qui va accueillir les munitions, qui est ici encore un système assez simple et une priorité assez faible. Une conduite de tir qui va être le logiciel qui va permettre de renseigner les munitions sur leur cible, orienter le panier et permettre un tir précis, qui a une complexité un petit peu plus importante, mais qui reste moyennement stratégique par sa nature de logiciel, même s'il y a des enjeux d'interopérabilité qui sont forts. Et enfin, et surtout, des munitions qui sont donc des roquettes ou des missiles, qui sont des systèmes de précision ou de saturation avec différentes portées. Et c'est évidemment là qu'est la grande complexité et qui révèle le caractère stratégique le plus important. Comme on l'a dit, la question de la souveraineté, non seulement dans la production, mais aussi dans l'emploi, et des enjeux d'interopérabilité pour l'utilisation de ces munitions par des partenaires ou par notre propre utilisation de munitions dédiées partenaires. Quelques éléments notamment sur les 3 générations. Quand on parle de génération, c'est quelque chose qu'on a fait nous-mêmes dans le cadre de cette étude. On va catégoriser la première génération comme des systèmes plutôt à courte portée, hérités de ce que vous connaissez tous, les Katyusha de la guerre patriotique, avec le BM-21 Grad, qui est peut-être le système de lance-roquettes le plus produit au monde, avec une portée qui est limitée. Vous en avez encore à peu près 130 en Europe de différentes catégories, avec des systèmes plus ou moins améliorés, notamment après la chute du mur par les ex-pays de l'Est. La deuxième génération qui va d'abord chercher la saturation puis la précision après la fin de la guerre froide, qui va se caractériser par les systèmes français actuels, donc les M270 MLRS conçus
en coopération avec nos partenaires américains et européens à l'époque. Une deuxième version plus moderne qui sera donc le M142 HIMARS, qui a donc été fourni en quantité à l'Ukraine, qui là va plutôt chercher la précision et abandonner la solution de saturation. Et enfin une troisième génération qui est la génération actuelle, la plus moderne, avec là l'idée d'avoir une vraie polyvalence, une capacité de saturation et de précision à peu près toute portée. Aujourd'hui, la plupart des systèmes modernes tendent à porter à 500 km avec des développements ultérieurs qui l'amèneraient à 1000, voire à davantage. Et enfin, assez rapidement, la problématique européenne qui est que le parc européen de lance-roquettes en 2020 est un parc qui est vieillissant, qui est négligé parce qu'il y a un manque d'utilisation dans les opérations extérieures européennes et un vieillissement global même dans les pays de l'Est avec une structuration qui est la suivante, une minorité de plateformes notamment héritées du programme MLRS, donc les RU, les M270, qui sont à un niveau variable de modernisation, une modernisation qui est elle-même très hétérogène et qui a tendance à être moins interopérable que d'autres. La France est par exemple le pays qui a le moins modernisé ces MLRS, ce qui fait qu'aujourd'hui nous devons nous en débarrasser parce que le châssis n'a pas été changé, le châssis n'a pas été modifié alors qu'il s'agit d'un châssis des années 80, là où les Allemands, les Finlandais et les Britanniques ont moins ce problème typiquement. Et surtout une majorité en fait de systèmes hérités du pacte de Varsovie, plus ou moins modernisé, donc système à plus courte portée, orienté beaucoup plus vers la saturation. Hop, voilà, un petit aperçu, si vous voulez, de l'état du parc en 2025, avec donc une évolution qui a déjà commencé, mais bon, globalement, vous pouvez estimer que vous pouvez supprimer l'essentiel des 3 colonnes centrales pour voir l'état du parc en 2022. Avec, comme on le disait, donc une minorité de M270 et une majorité de dérivés soviétiques. Quelles options pour se réarmer? Là est le problème, il n'y a pas de LRM européen moderne, puisqu'il n'y avait pas d'intérêt de la part des Européens dans leur ensemble, donc l'industrie locale n'a pas été tentée d'explorer cette voie-là, qui était plutôt l'apanage d'autres industries, notamment de l'industrie turque, qui a maintenu notamment, qui a tout au long des années 90 notamment développé toute une batterie de systèmes nationaux, souvent dérivés de systèmes étrangers, notamment chinois, mais qui fait que la Turquie dispose aujourd'hui d'une vraie souveraineté dans ce domaine-là. Donc 3 options simples. Donc, comme on le disait, on va plutôt prendre la distance en sens inverse. Le développement souverain d'une solution nationale, donc le choix qui a été fait par la Turquie et donc par la France dans le cadre du programme FLPT. Le développement conjoint d'une nouvelle plateforme avec un partenaire plus expérimenté. Ça a notamment été le choix de l'Allemagne avec 2 programmes concurrents de manière étonnante. Le programme GMARS qui va associer Rheinmetall et Lockheed Martin, qui a notamment l'avantage en fait de pouvoir utiliser les munitions. Des lance-roquettes d'ancienne génération, puisque les M31, pour aller un petit peu dans la technique, qui sont les munitions actuelles, sont la propriété intellectuelle de Lockheed Martin et du gouvernement américain, ce qui est un avantage comparatif énorme, puisque Lockheed Martin peut ou non consentir à l'utilisation de ces munitions pour d'éventuels concurrents. Vous vous doutez bien que Lockheed... Et c'est non. Vous doutez bien que Lockheed n'est pas devenue la première entreprise de défense du monde en faisant dans la philanthropie. Ils ont donc refusé l'utilisation à quasiment tout le monde pour tout simplement favoriser le HIMARS et son successeur actuel, à venir, le GMARS. Et un autre programme allemand qui associe KNDS Allemagne et l'israélien Elbit autour de ce qu'on a appelé un temps l'Europulse, qui s'appelle aujourd'hui en fait le Mars 3, qui est en fait à peu près la même chose, qui s'est aussi cassé les dents sur l'utilisation des munitions américaines, puisque Lockheed a exprimé clairement son refus complet de laisser les Israéliens et les Allemands utiliser sa munition. Et enfin, la solution peut-être la plus rapide, qui est l'achat sur étagère d'un système extra-européen, qui est la solution la plus rapide, potentiellement la moins chère, puisque vous n'avez pas de coût de développement dans ce cas-là, mais qui est aussi la moins souveraine. Dans le cadre de l'achat souverain, vous avez aujourd'hui 3 options qui s'offrent aux Européens. La plus évidente pour la plupart des pays a été de choisir directement le successeur du M270 en allant au HIMARS, qui a été acheté en fait en assez petite quantité, vous pouvez le voir sur la carte, mais par un grand nombre de pays. Notamment les pays baltes qui ont... on parle souvent des pays baltes en pensant à un ensemble. En réalité, les pays baltes ont très rarement des choix capacitaires qui sont cohérents entre eux, le HIMARS étant un des rares, si vous voulez. Une série d'avantages et de défauts, un nombre de pays utilisateurs qui est important, une compatibilité des munitions qui est évidemment native, des performances qui sont vraiment intéressantes. Vous pouvez voir la liste des munitions sur la gauche, avec donc le dernier en date qui est le PRSM, qui est vraiment le missile de précision futuriste, entre guillemets, actuel de l'armée américaine, qui est déjà en service notamment chez les Australiens.
Une aérotransportabilité, ça c'est un élément important pour les Américains, mais aussi pour des acteurs comme la France, puisque vous êtes sur un système qui est assez léger et assez compact. Maintenant, une série de défauts qui sont a priori rédhibitoires pour la France, à savoir une dépendance aux États-Unis qui est totale, avec très très peu de transparence sur le système. Un coût qui est important, les Américains ne se privant pas d'augmenter, de doubler, voire de tripler les coûts de leur système à l'export pour financer les leurs. Des délais qui sont importants, non seulement parce qu'il y a donc ces commandes des États européens et d'autres, mais parce que les Américains eux-mêmes sont en train de remplacer définitivement leur système d'ancienne génération par ceux-ci. Et enfin, la quasi-impossibilité d'intégrer une munition locale, ce qui est un problème pour la France. L'autre option, qui est un petit peu moins connue, qui est le Pulse, donc d'origine israélienne, qui a pour lui d'avoir une vraie variété dans les performances et dans les munitions, mais qui a contre lui d'avoir été choisi par un nombre en fait assez limité de pays, malgré des tests, avec notamment l'annulation du contrat espagnol suite aux opérations israéliennes à Gaza. Une relation France-Israël qui, je ne vous fais pas un dessin, n'est pas forcément au beau fixe, avec notamment l'éjection des entreprises israéliennes de Rosatori en 2024 et une incertitude par rapport à 2026. Pardon. Une quantité finalement assez faible de systèmes disponibles, une crainte réelle des backdoors éventuelles israéliennes et américaines sur ces systèmes-là une fois achetés, et enfin un petit problème de fiabilité des déclarations israéliennes quant au délai de livraison, que les Danois notamment sont en train d'expérimenter au premier plan. Et enfin, la dernière solution, qui est la solution sud-coréenne, qui a fait son entrée en Europe en 2022 avec la commande par la Pologne de près de 300 systèmes, sur un châssis polonais dont une partie doit être produite en Pologne. Les Polonais ont annoncé en début d'année qu'ils commenceraient à produire les munitions pour ce K239 Shunmu sur leur territoire d'ici 1 à 2 ans, avec de très forts transferts de technologie, et des annonces qui, sans forcément se suivre, s'accélèrent relativement, avec notamment l'achat par les Estoniens de 6 systèmes, et très récemment par les Norvégiens, avec suivi immédiatement par des annonces ou des déclarations danoises et suédoises d'essais et de tests assez poussés. Je pense pour ma part, pour avoir travaillé sur le modèle finlandais, que la Finlande va suivre, parce que la Finlande a des besoins de remplacement rapides auxquels le HIMARS ne répond pas forcément. Plusieurs avantages autres qui sont une vraie variété dans les munitions, je ne les ai pas toutes mises mais vous les voyez encore une fois dans le tableau. L'intégration aussi de munitions locales, qui est un vrai avantage comparatif de Hanwha, qui est donc l'entreprise qui produit ces systèmes, avec notamment une intégration à venir de munitions suédoises, mais aussi de munitions polonaises sur le système. Un nombre recommandé qui fait que, quand bien même vous n'avez aujourd'hui que 3 pays qui ont officialisé leurs commandes, le Shunmu est d'ores et déjà le système qui sera le plus commun, le système de LRM moderne de 3e génération qui sera le plus commun en Europe en termes de volume du parc. Et un avantage comparatif coréen qui est aussi très important, qui est la livraison rapide. En 2 ans et demi, pour vous donner une idée, les Polonais ont reçu 150 systèmes coréens. C'est à peu près inégalable par n'importe quel autre système. Quelques petits problèmes. La République de Corée a une position assez complexe et assez ambivalente, qui est assez proche de celle de la Suisse, sur l'exportation de matériel militaire à des pays en guerre, ce qui n'est pas forcément une excellente nouvelle. Il y a aussi un enjeu de poids. Le Shunmu sur le châssis coréen est un système assez lourd qui, d'après ce qu'on m'a expliqué à la DGA, ne correspond pas au PTAC total, donc au poids total chargé, autorisé en France. Un problème qui peut néanmoins être résolu, comme l'ont fait les Polonais, à savoir en intégrant un châssis local qui est souvent beaucoup plus léger. Le cas de la France. La France a fini la guerre froide avec 53 lance-roquettes multiples, donc des MLRS designés pour des missions de saturation et de frappe en masse. Les années 90-2000 ont lancé en fait la modernisation au programme LRU, lance-roquettes unitaires, pour viser des systèmes beaucoup plus précis, capables de faire des frappes dans les OPEX, dans des milieux par exemple avec un grand nombre de civils, pour limiter ou éviter le plus possible les dommages collatéraux. Vous aboutissez à une munition moderne qui est en fait très peu puissante comparée à d'autres, mais qui est extrêmement précise et qui a une portée jusqu'à 80 km, ce qui est assez intéressant. Malheureusement, le coût de cette modernisation et de ce qu'on m'en a fait comprendre, un lobbying interarmé assez complexe, a fait que seulement 13 systèmes ont été mis à jour au niveau LRU, contre 26 prévus initialement, pour un coût qui a quand même été assez élevé. 4 ont été donnés à l'Ukraine, dont 2 qui ne fonctionnaient pas.
et ce qui fait qu'il en restera aujourd'hui 9, dont en fait moins de 5 seraient effectivement en état de fonctionner. Avec, comme on le disait, un vrai problème en fait d'obsolescence de la plateforme. Le châssis est en déshérence complète, entre autres. On avait pensé un temps placer les systèmes sur des porte-chars pour faire en sorte qu'ils conservent une mobilité, ce à quoi l'armée de terre a répondu qu'elle avait déjà du mal à avoir assez de porte-chars pour ses chars et que ce ne serait pas forcément très judicieux. 2019, comme on le disait, aucune perspective de remplacement dans la LPM de l'époque, ce qui laissait entendre que le système était quand même peu considéré, malgré un déploiement en fait, au Mali pour des missions de ciblage qui a été plutôt bien vécu et qui a laissé de bons souvenirs aux opérateurs, mais le faible nombre de systèmes empêchait en fait tout redéploiement. Voilà. Je me permets, parce que après je ne vais pas revenir dessus, mais le général Bretou, c'est pas pareil, c'est en Haute-Savoie. Le général Bretou, qui commandait Barkhane à l'époque, avait fait les éloges du LRU, parce que je rappelle à chacune et à chacun que c'est le dernier matériel à chenille de l'armée française, et qu'il avait permis de désensembler un certain nombre de matériel à roues, et que donc son passage par le Mali avait démontré que c'était un matériel performant. En dehors même de ses seules missions de frappe, mais on voit l'éternel débat roue-chenille qui est loin d'être terminé. On arrive donc en 2025 avec 4 à 5 lanceurs opérationnels, une capacité future qui ne sera pas disponible avant donc 2030, et, comme pour le char, un besoin de capacité intermédiaire pour éviter une rupture de capacité. Quels sont les besoins pour les armées ? L'armée de terre exprime son besoin avec un gain de portée et de létalité qui est considérable pour faire face en fait à un problème de puissance de feu français qui est considérable. Je vous invite d'ailleurs à rester attentif. L'IFRI va publier d'ici un mois ou deux une étude qui est un peu attendue par les forces sur quid de puissance de feu dans les armées françaises. Et les conclusions pour le moment sont pas forcément très optimistes, mais pour une fois c'est pas moi qui suis le pessimiste de service, ce sont nos officiers détachés qui ont fait ce dur travail. Les besoins de l'armée de terre. D'abord, un besoin de contre-batterie, détruire les capacités de feu adverses simplement pour permettre aux unités françaises, et là je cite l'armée de terre, de monter en ligne ou de monter sur le ring pour éviter en fait, de subir un feu pendant tout le long de leur montée en ligne qui les ferait arriver avec des pertes qui les rendraient hors de combat, tout simplement. Un besoin aussi pour aider aux opérations de destruction des défenses antiaériennes adverses, typiquement donc de SID, pour soutenir en cela l'armée de l'air qui n'a pas les moyens en l'état de réaliser cette mission-là toute seule pour conquérir la supériorité aérienne qui est en l'état toujours indispensable à la réalisation de nos doctrines, on va dire. Pour vous donner un exemple, l'armée américaine a transféré l'essentiel de ses capacités donc de SID sur le sol-sol et non plus sur le air-sol comme ça avait pu l'être pendant notamment les opérations contre l'Irak des années 90. Un enjeu de saturation aussi, qui est un terme qui a été complètement oublié en fait en France et par les Européens de l'Ouest après la fin de la guerre froide, pour enrayer de toute manière un assaut potentiellement russe, beaucoup moins basé sur la fulgurance blindée, mais beaucoup plus sur une masse d'infanterie jetée contre l'adversaire, avec un ensemble de questions qui se posent aussi sur le retour dans un nombre croissant de pays européens des armes à sous-munitions, qui avaient progressivement été retirées. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à jeter un œil à l'étude qu'on avait publiée en mars-avril de l'an dernier sur la question des armes à sous-munitions et des mines antipersonnelles. Le format optimal, d'après l'armée de terre toujours, se situe entre 70 et 80 lanceurs, avec 40, 20 plus 20 pour équiper deux divisions complètes, et une trentaine pour de l'artillerie de corps d'armée, les écoles et la maintenance. Rappelons que la cible finale est à 26 lanceurs à l'heure actuelle. Vous avez une piste indienne qui émerge en 2024, qui avec un intérêt évoqué d'abord par des médias indiens, puis par certains médias français sur un intérêt français pour la plateforme indienne qui est le Pinaka, qui est d'un point de vue capacitaire et stratégique à peu près incompréhensible. Pour être tout à fait honnête, le Pinaka est une plateforme qui a mis 30 ans à être développée, avec beaucoup de difficultés, qui a dû recourir à la technologie israélienne pour se finaliser, alors que c'est un système qui à la base était en fait très peu ambitieux, qui n'était qu'en fait une copie d'un système déjà existant russe, qui ne convient pas en l'état aux exigences de l'armée de terre. L'armée de terre veut pouvoir tirer à 150 km, ce qui est une capacité extrêmement commune pour les lance-roquettes modernes, on va dire. Le Pinaka est un système péniblement de deuxième génération, deuxième plus, si vous voulez. Système de troisième génération, le 150 km est maîtrisé depuis 5 à 10 ans, pour la plupart, si vous voulez.
avec une munition du Pinaka donc, qui, tout juste développée, ne porte en fait qu'à 70 km, soit 10 km de moins que les lance-roquettes français actuels, qui n'a pas été commandé par l'Inde. Les Pinaka indiens restent à une portée entre 30 et 50 km, il me semble. Une fiabilité des munitions qui est tout à fait fautive. Jusqu'en 2016, vous aviez régulièrement des explosions de munitions à l'intérieur des paniers des lance-roquettes sur le pas de tir. C'est malheureux, dirons-nous. Un manque d'interopérabilité complet avec tout ce dont l'OTAN dispose, autant en termes de post-soviétiques que de systèmes occidentaux. Une munition à 120 km qui est tout juste entrée en développement en 2024, qui, vu les délais habituels de l'industrie indienne, ne sera pas disponible avant 2030, en espérant qu'elle soit fiabilisée, sans même sûr qu'elle soit commandée par l'Inde, parce que l'Inde a donc mis 30 ans à développer un lance-roquette qu'elle commande en quantité limitée, puisque l'Inde a notamment commandé récemment des Pulse, donc des lance-roquettes de 3e génération israéliens, pour se doter de capacités de frappe dans la profondeur moderne. Et évidemment, je ne vous fais pas de dessin, il est évident que Lockheed Martin ne donnera jamais l'autorisation au DRDO indien d'utiliser ces munitions, pas plus qu'elle ne l'a donné aux autres systèmes. Donc vous n'avez ni le besoin français en portée, ni le besoin français en précision, puisque j'ai oublié de l'ajouter, mais les puces GPS dans les munitions du Pinaka sont des puces civiles qui sont 1, sensibles au brouillage, 2, de qualité variable, avec un problème de précision qui est très inférieur à ce que tous les autres systèmes proposent. Maintenant, quel avantage ? Alors, on m'a parlé de coût, effectivement, un lance-roquette de 3e génération, la plateforme simple, c'est 5 millions. Un Pinaka, ce serait 500 000. Effectivement, c'est intéressant. On a évoqué souvent des livraisons rapides, prélevées notamment sur les stocks indiens. Ça a notamment été le cas pour les Arméniens, qui sont en fait le seul client de ce système-là. Cette affirmation a quand même été nuancée par d'autres observateurs et experts en interne qui expliquent que l'Inde a quand même un sacré problème pour produire, tout simplement. Puis avec une production qui est séparée entre acteurs publics et acteurs privés, qui est très problématique. Donc, si les systèmes sont prélevés sur les parcs indiens, éventuellement, s'il faut attendre la production, ce ne sera pas plus rapide qu'autre chose. Et enfin, un problème plutôt au niveau stratégique, on va dire, puisque la France a une sévère tendance à donner des leçons à ses partenaires européens sur le fait qu'il faut acheter européen, ce qui est tout à fait juste en soi. Si la France, après avoir dit ça pendant 4 ans, après avoir bloqué certains mécanismes européens d'achat de matériel à l'Ukraine, se met à acheter des lance-roquettes indiens, la crédibilité française risque d'en prendre un sacré coup, en termes de simple cohérence. Donc quelle solution ? Il n'y a pas de solution parfaite. Je n'ai pas touché d'argent de la part d'entreprises coréennes, quelle que ce soit, mais en l'état, il me semble que la solution coréenne est plus qu'intéressante. Vous avez ici un graphique qui a été tiré de notre étude sur le réarmement polonais qui compare les parcs de systèmes majeurs terrestres prévus pour la Pologne, la France et l'Allemagne. Les chiffres allemands ne sont pas à jour. Vous voyez néanmoins un vrai problème de volume. Outre le fait que 26 systèmes nous placeraient tout en bas de la pile en termes de capacité comparé aux autres, si ces 26 systèmes sont en plus des systèmes complètement dépassés, c'est vraiment problématique. Que proposer donc ? Ce qui serait intéressant, en réalité, je pense, serait de coupler la capacité intermédiaire et le programme FLPT. Tout le caractère stratégique du programme FLPT ne réside pas dans la création d'un lanceur. Comme on l'a dit, le lanceur n'est qu'un véhicule, si vous voulez, qui est très simple. Ce n'est pas un problème. La question est développer des munitions. Et éviter de reproduire ce qui a été fait, notamment, hélas, sur le Leclerc, à savoir produire un système excellent, mais n'avoir les moyens d'en acheter qu'une poignée, et devoir compter sur un export qui ne viendra pas forcément, puisque, a fortiori, pour le FLPT arrivera à un moment où la plupart des États européens seront déjà réarmés. CF, les 3 cartes que je vous ai soumises. Donc, quelle serait l'idée ? Éventuellement, acheter ou louer 13 Shenmue. On pourrait éventuellement envisager de les louer à l'armée polonaise, qui en a reçu 150, mais qui a de gros problèmes de ressources humaines, ce qui fait qu'ils auront potentiellement du mal à les employer avant un certain temps. Et développer la munition FLPT pour être utilisée dessus. Ne pas lui être exclusive. La munition FLPT française ne doit pas être exclusive au Shenmue, mais pouvoir être utilisée par celui-ci. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Shenmue, donc, comme on l'a dit, va être le système le plus commun en termes de volume en Europe, qu'il est utilisé aussi par d'autres bons alliés de la France que sont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite,
et qu'il a devant lui un avenir relativement brillant en termes d'export, au vu des efforts marketing que peut faire Hanwha et l'industrie de défense sud-coréenne en général, en France, mais aussi au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Nous y gagnerions une vraie interopérabilité avec des acteurs donc polonais, avec qui nous avons signé un traité récemment, estoniens, où les Français sont présents, et ceux qui viendront plus tard, les Norvégiens dans un premier temps, et aussi des alliés en dehors de l'Europe. L'intégration de munitions locales est autorisée par la plateforme Shenmue, alors qu'elle ne l'est pas forcément sur d'autres, notamment par le HIMARS. Vous pouvez développer ainsi une munition qui va être de nature stratégique ou opérative, ensuite l'exporter à ce club Shenmue qui est en train de se former, et renforcer en même temps la position française sur le flanc Est, avec cette suggestion que nous avions déjà faite lors de l'étude Pologne, mais qui nous semble toujours assez pertinente, d'une unité multinationale sur le modèle peut-être un peu moins ambitieux que celui de la brigade franco-allemande, une unité d'artillerie qui serait éventuellement positionnée en Pologne, ou en Estonie, avec des éléments français, polonais et estoniens, autour d'un système et d'une munition qui serait commune. L'idée, et c'est surtout ce que cette image veut montrer, je pense, c'est qu'il faut éviter un déclassement français. Vous avez une tendance française depuis quelque temps à dire oui, mais la France ne fera jamais aussi bien que la Pologne, la France ne fera jamais aussi bien que l'Allemagne. En termes de volume pur, c'est très probablement vrai. Néanmoins, utiliser cet argument-là pour dire alors laissons tomber et faisons autre chose serait, je pense, une erreur majeure en termes de crédibilité de la France sur le théâtre qui, malgré la posture française de puissance d'équilibre et de puissance mondiale, le théâtre européen reste le théâtre majeur pour l'Europe dans les au moins 10 à 15 années qui viennent. Il est donc important d'y jouer un rôle majeur, non seulement éventuellement naval ou aérien, mais aussi terrestre. Et je pense qu'on peut s'arrêter là pour la partie lance-roquettes et éventuellement passer aux questions. Personne ? Je vais être obligé de m'y coller. Bon. Merci en tout cas pour cette étude. Ça me paraissait important qu'on puisse évoquer cette question du matériel terrestre, notamment les chars et les rues, pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre commission, depuis 2023, même avant bien sûr, mais s'intéresse depuis 2023 fortement à cette question du lance-roquette unitaire, parce qu'évidemment la capacité a disparu quasiment en France. Je rappelle quand même que, et ça a été dit dans les propos, mais je voudrais le préciser, que la France disposait jusqu'à très récemment, jusqu'au début de la guerre en Ukraine, de 13 matériels et lance-roquettes unitaires en tout et pour tout au 1er régiment d'artillerie, que nous avons fait le choix en 2011, si mes souvenirs sont bons, de passer sur des LRU, donc des M270 modernisés, qui ne permettaient plus l'envoi de sous-munitions, puisque la Convention d'Oslo de 2008 qui a été signée par la France, interdisait l'usage des sous-munitions, et donc on est passé à des munitions unitaires en 2011, et donc on a ces matériels à hauteur de 13 matériels pour l'ensemble de l'armée française. Quand vous voyez les chiffres qui sont indiqués évidemment dans le tableau qui est affiché, ça fait évidemment réfléchir, et qu'un certain nombre de ces matériels ont été ensuite mis à disposition des Ukrainiens, et pour d'autres ils ont été mis au rebut, et donc il en reste très peu de disponibles pour un entraînement à la guerre de haute intensité. En gros il en reste très peu. Je ne vais pas citer le nom, mais c'est très peu. Et donc la question qui s'est posée en 2023, c'était de savoir si nous allions vers un matériel souverain ou pas, et la commission des affaires étrangères et de la défense ici a déposé donc un amendement pour demander un matériel souverain, qui a été un amendement d'appel qui a permis de discuter en hémicycle de cette question, et c'est une question évidemment à laquelle on est extrêmement attentif et qu'on rappelle régulièrement au délégué général pour l'armement. Ça a été le cas encore hier soir. Il y a eu un partenariat d'innovation qui a été lancé par la DGA, auquel ont répondu un certain nombre d'industriels, et donc il y a des groupements qui se sont constitués avec des résultats qui devraient être obtenus au courant du mois de mars, début avril, et donc on en saura un peu plus sur la capacité ou non d'acheter du matériel souverain, ou comme le précisait à l'instant Léo Perria-Peigné, de faire l'acquisition de matériel étranger, avec une étude comparative qui est faite, qui est faite ici sur les matériels coréens, américains et israéliens.
Et donc l'idée aujourd'hui, c'était évidemment d'éclairer nos lanternes, de nous apporter évidemment ce rapport que j'ai lu avec beaucoup d'attention et qui confirme évidemment ce que nous pensons depuis un certain nombre d'années sur ce sujet. Étant entendu qu'on a acheté l'année dernière ou il y a 2 ans un certain nombre de munitions de M31 qui équipent les LRU, et que l'idée ce serait, si toutefois on obtient un matériel souverain, de pouvoir obtenir un matériel qui nous permette d'abord d'utiliser ces munitions-là avant d'en acheter des plus récentes et des neuves pour équiper nos blindés. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Les rapporteurs oui, Nicole Duranton et nos rapporteurs du 146 ne sont pas là. Ils sont malheureusement tous les deux souffrants. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Donc, 2 questions. Au regard du conflit ukrainien, quelles sont les 3 lacunes capacitaires prioritaires que les armées européennes doivent combler en urgence ? Armement, stock, doctrine. Et le char de combat conserve-t-il sa pertinence face aux drones ? Et seconde question, le réarmement allemand et polonais rebat-il les cartes en Europe, et comment évaluez-vous la crédibilité de ces programmes et leur implication pour le positionnement stratégique de la France ? Je vous remercie. On répond tout de suite. Alors, les 3 lacunes prioritaires. C'est extrêmement difficile à dire. Encore une fois, je vais vous renvoyer vers une étude récente de l'IFRI sur les trous capacitaires, qui a été publiée par Ali Tenenbaum et quelques autres, qui est assez intéressante de ce point de vue-là. Elle montre que des lacunes, il y en a quelques-unes, qu'il est évidemment très difficile de les prioriser. Je pense qu'en l'état, la question des stocks a beaucoup absorbé au début de la guerre, sans forcément se poser la question de pourquoi les stocks. Les stocks sont là pour permettre d'affronter le premier choc et de permettre au flux de se régulariser. C'est littéralement ce qu'ont fait les Ukrainiens et les Russes. Donc les stocks sont importants, mais comme on l'a montré, et pour le coup, là le pli a été plutôt bien pris en Europe, l'augmentation des capacités de production de munitions européennes, plus que françaises pour être tout à fait honnête, est de ce point de vue-là assez admirable et assez intéressante, et a vu en fait l'émergence de 2 acteurs majeurs qui sont Rheinmetall évidemment en Allemagne, mais aussi un autre qui est moins connu, qui est CSG, le groupe tchécoslovaque, qui joue un rôle essentiel dans la production et le refourbissement de munitions pour les Ukrainiens. Donc ces questions-là, évidemment, sont indispensables, mais ne surtout pas dissocier stock et flux. Ce serait, à mon sens, une erreur dramatique. Les frappes dans la profondeur, ou du moins les lance-roquettes. En fait, rappelons-nous pourquoi... Remontons plus loin. Les Occidentaux se sont très peu intéressés aux lance-roquettes jusqu'aux années 80 parce qu'était estimé que l'artillerie de gros calibre suffirait. L'augmentation des portées atteintes par les lance-roquettes soviétiques a provoqué une réaction chez les Occidentaux qui est que nous étions dépassés en portée, dépassés en puissance de feu. D'où le besoin de développer un lance-roquette qui puisse matcher ces 40 km de portée pour des missions de saturation. On est à peu près sur la même logique aujourd'hui. Les Russes ont développé en Ukraine des systèmes à longue portée de saturation qui sont très importants. Il est nécessaire d'avoir la même réflexion que nous avons eue à l'époque, avec une réflexion qui est une réflexion de masse, qu'ont les Polonais, pour le coup. Pourquoi les Polonais passent en fait d'à peu près 80 systèmes lance-roquettes en 2022 à une ambition à 850 ? Un général polonais l'a extrêmement bien résumé, il a dit « parce que le premier Russe qui met le pied en Pologne, on rase Kaliningrad, et ensuite on rase tous les échelons qu'il y a derrière ». C'est dit de manière assez brute, néanmoins ça vous dit une certaine idée de... On ne peut pas tenir un front sur la ligne de front à force égale. Il faut donc avoir des capacités de frappe dans la profondeur qui ne soient pas dépendantes de la supériorité aérienne qui n'est pas garantie en l'absence des États-Unis. Donc cette question-là qui se posait moins dans les années 80, mais qui se pose aujourd'hui de manière beaucoup plus prégnante et qui est importante. Et enfin, dans un troisième temps, je pense qu'il va être indispensable, outre les drones, je ne vous en parle même pas, je pense qu'on vous a beaucoup rebattu les oreilles avec ça depuis 4 ans, les questions sanitaires. De manière générale, les chiffres des pertes russes aujourd'hui s'établissent à peu près 200 à 300 000 morts et probablement 1 million de blessés, disparus, capturés autour. Les systèmes sanitaires européens sont incapables de juguler un volume pareil. Bakhmut, pendant les 6 mois qu'a duré la bataille, c'est 1000 à 2000 blessés par jour du côté ukrainien, 3 à 4 fois plus du côté russe. Cette question-là, le sanitaire va recouvrir non seulement la question purement de comment on traite les blessés, mais aussi comment on les trie, comment on les achemine, comment on les protège, et comment on leur offre une réhabilitation éventuellement post-conflit. Que la Russie gagne ou perde cette guerre, la question des soldats traumatisés qui vont revenir dans leur foyer est déjà un problème énorme qui est à travers à peu près tous les réseaux sociaux russes de manière assez glaçante par moment. Le char de combat face au drone, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, le réarmement allemand et polonais.
On a donc fait 2 études en 2 ans, une étude sur le Zeitenwende qui date un peu malheureusement aujourd'hui, qui mériterait d'être actualisée. Néanmoins, je pense qu'on avait vu à peu près juste sur les besoins allemands et les obstacles, qui sont, notamment dans le domaine budgétaire, aujourd'hui en train d'être dépassés. Notre inquiétude en 2022-2023 était, est-ce que les Allemands arriveront à passer du régime d'exception du fonds des 100 milliards à un 2% stabilisé dans le budget global? Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, on a une Allemagne qui s'achemine vers 150 milliards de budget. C'est considérable. Les Polonais, de leur côté, l'étude est plus récente. J'ai donc publié cette étude-là avec Amélie Zima en janvier 2025. Une étude qui a été assez passionnante, pour être honnête, avec beaucoup d'intérêt, je pense, des militaires, des politiques, en tout cas en France, et une Pologne qui était quand même très occupée de son côté, avec encore beaucoup d'obstacles, une pyramide des âges qui est de l'ordre du catastrophique, un budget qui va devoir se tasser parce que l'effort n'était pas forcément soutenable après les grands achats coréens, on va dire, et un besoin surtout de travailler sur la maintenance de ces choses-là. Néanmoins, notre argument sur l'étude Pologne était qu'ils en fassent la moitié, ils seront déjà la première armée de terre d'Europe. Et ça, je pense qu'on ne peut pas en fait le roter. Les Allemands de leur côté, peut-être fonctionnent comme un diesel, sont peut-être lents à l'allumage, néanmoins les achats sont là. La montée en puissance de l'industrie allemande est considérable, et au vu des difficultés de l'industrie civile allemande, il n'est pas impossible que ces gens-là réfléchissent à faire de l'industrie de défense un acteur majeur industriel pour leur reprise économique. Donc j'aurais tendance à les considérer, il faut voir au-delà du signalement stratégique des grandes déclarations. Néanmoins, le signalement stratégique est un acte en soi, et ce qui arrive est de soi très intéressant. Merci beaucoup. Je rappelle que dans la loi de programmation militaire 2023, ont été inscrits 600 millions d'euros par le gouvernement sur l'acquisition de lance-roquettes unitaires. Et j'ai une inquiétude sur ce sujet-là, qui a été exprimée notamment par les armées, qui est que cette enveloppe a ensuite été réduite. Oui. Et elle aurait été réduite, peut-être de manière intentionnelle, pour coller au prix d'achat des Pinaka. Ce qui m'a tendance à m'inquiéter. Moi aussi. Akli Melouli. Je sais pas où il est. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous pour tous ces éclairages. Alors, ma collègue vous a un peu interrogé sur les enseignements des conflits contemporains. Elle a parlé de l'Ukraine, mais on pourrait parler du Moyen-Orient et au-delà sur justement les doctrines actuelles. Moi, je voulais vous interroger sur justement les implications des nouvelles technologies, les drones, défense antiaérienne, système autonome, sur justement l'emploi de nos forces et des forces en général. Et puis aussi, puisque vous avez parlé un petit peu de vision stratégique, votre vision sur les priorités industrielles et politiques pour renforcer justement la souveraineté stratégique de la France et de l'Europe. Merci. Alors, nouvelles technologies. On ne va pas faire une liste à l'après-vert, je pense que vous l'avez déjà subi de nombreuses fois. Je pense qu'un élément sur lequel il faut s'intéresser en particulier, et dans lequel la France, pour le coup, réussit pas trop mal, c'est l'acculturation aux drones. Avoir des drones, c'est pas forcément utile. Si vous n'avez pas, jusqu'au plus bas échelon, des gens qui savent non seulement s'en servir, évidemment c'est indispensable, mais qui savent les modifier, les faire évoluer et les adapter à la menace. Ce que la France, et l'armée de terre en fait, a lancé il y a maintenant 2 ans et qui est assez intéressante, c'est une sorte de subsidiarité et de décentralisation qui vise en fait à laisser des budgets et du temps libre aux unités du régiment à la brigade pour acquérir des drones, les modifier et les produire. J'étais à Biscarrosse l'an dernier, donc qui est le centre d'essai principal de l'armée de terre et de la DGA sur ces systèmes-là, et pour le coup j'ai vu une unité qui a vraiment pris le pli de « ok, on va acheter de la matière première, on va acheter des imprimantes 3D, on va acheter des petits moteurs, des cartes SD, on va acheter tout ce qu'il nous faut pour fabriquer nos propres drones cibles ». Ça peut paraître dérisoire, c'est vraiment par là que ça commence. L'Ukraine a tenu parce que dès 2014, vous avez des gens de la société civile notamment qui, pour pallier en fait aux déficiences de la société post-soviétique ukrainienne, vont voir dans le drone une opportunité pour compenser. Avec une société civile qui s'est vraiment emparée de ce sujet-là, des fondations qui ont lancé des processus de formation, d'acquisition via les financements participatifs, etc. pour se faire. Seulement, c'était un palliatif. Je pense que un des enseignements majeurs sur les nouvelles technologies, et notamment sur les drones, c'est qu'il ne faut pas être dans la situation où on a besoin d'un palliatif. Il faut comprendre ce qui a été fait avant l'invasion à grande échelle pour permettre une utilisation correcte, in fine. C'est encore un peu difficile, pour plein de raisons, notamment parce que faire voler un drone en France, c'est extrêmement complexe. J'ai eu le privilège d'être avec le 3e régiment, le 3e RPIMA pour leur exercice terrain l'an dernier à l'été.
toutes les compagnies avaient plusieurs drones. Ils n'ont pas pu le faire voler parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation. Parce que faire voler quelque chose de grand comme ça, dans la législation actuelle, la réglementation française actuelle, c'est aussi compliqué quasiment que de faire voler un hélicoptère de combat. Parce que le manuel d'utilisation a été décalqué de l'un sur l'autre, ce qui est un problème. C'est en fluidifiant et peut-être en libéralisant un peu cette utilisation, cette modification et ces facilitations d'achat qu'on arrivera à avoir une armée qui n'a pas 10 ans de retard sur les Ukrainiens et les Russes dans ce domaine-là, mais peut-être seulement 3. Vous voyez ce que je veux dire? On n'arrivera pas à être au niveau, certes. C'est pas parce qu'on ne peut pas viser le parfait qu'il ne faut pas viser le correct. Et ça, c'est peut-être ce qui a tendance à retenir un peu le bras par moment, sachant qu'on est sur une capacité qui est assez peu chère et qui est immédiatement utile. Et on a, pour le coup, un terrain d'expérimentation à ciel ouvert qui est idéal. Et ceux qui arriveront en premier, notamment du côté industriel, mais aussi du côté militaire, c'est ceux qui auront suffisamment implanté leurs essais dans le conflit ukrainien pour, quand le conflit s'arrête d'une manière ou d'une autre, pouvoir continuer à avancer et non pas rattraper du retard jusqu'au prochain conflit. La priorisation pour l'industrie. Là, je vais parler de la France. On a un gros problème d'investissement. On a un gros problème de sincérité de la LPM, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. On a globalement en fait un très gros problème d'échelle. La France dit avoir 60 milliards de budget. En fait, c'est 60 milliards. Quand vous leur ôtez ce qui est investi exclusivement pour la dissuasion et les pensions militaires qui ne sont pas comptées dans la plupart des pays, la France a le budget militaire de la Pologne, de 2025. Sauf que la Pologne, elle investit là-dedans. Elle investit sur une armée de terre de dissuasion conventionnelle qui peut faire pièce à toute intrusion russe, au moins à court terme, avec évidemment des discussions sur la dissuasion qui sont plutôt l'apanage de milieux un peu particuliers en politique, en Pologne. La France, même avec le budget de la Pologne, je sais que c'est un peu schématique, mais je pense que c'est important d'avoir cette idée d'échelle, elle va disperser encore et toujours son budget sur une tartine qui est beaucoup trop grande. Les grands fonds, le quantique, l'hypersonique, maintenant la nouvelle marotte, c'est la très haute altitude. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de menace. Je dis qu'avec 60 milliards, on ne fait pas ce qu'on fait avec 150, ni avec le budget américain. Et les Américains eux-mêmes ont du mal à couvrir l'intégralité. Donc là, l'important pour la France, ça va être une sincérisation, non seulement de la LPM, mais aussi de ses objectifs stratégiques, avec une vraie rationalisation. Oui, nous avons des citoyens d'Indo-Pacifique. Oui, nous avons des besoins qui sont potentiellement plus importants que ceux des autres. Néanmoins, la question qui doit se poser est, voulons-nous être crédibles en temps de paix, quand il n'y a eu qu'une menace qui est latente, ou en temps de guerre, pour faire face à un vrai conflit? Cette question-là, malheureusement, malgré l'actualisation de la RNS, nous avons le sentiment qu'elle n'a pas été répondue. Et pour échanger avec différents partis politiques, à droite comme à gauche, je pense que ce constat, il est partagé. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais. Maintenant, pour ce qui est de la priorisation en termes industriels. La France a fait certains efforts, notamment via des acteurs qui sont en fait possédés par l'État. Je pense à KNDS, la production de César et de munitions, c'est bien. La production de certaines munitions spécifiques, comme les hammers, les bombes guidées. Maintenant, il y a eu des relocalisations intéressantes, notamment de la poudre, des explosifs, qui étaient ce que je pense le Doliprane a été pendant le Covid. Mais est-ce que c'est suffisant? Le problème, en fait, est que la Pologne, l'Allemagne, l'Italie, dans une certaine mesure, ont capitalisé sur l'aide à l'Ukraine pour abonder leur industrie de défense et commander pour l'Ukraine à leur industrie de défense. La France, de son côté, a une tendance qui, malheureusement, agace de plus en plus en Europe, à demander à ce que les Européens achètent à l'industrie de défense française pour l'Ukraine, alors qu'elle achète elle-même très peu. La Norvège vient de le faire. De manière intéressante, la France a perdu un très gros appel d'offres récemment en Norvège. Donc est-ce qu'il s'agit là d'une forme de compensation? Peut-être. Je ne fais qu'ouvrir la question. Mais en fait, si tous les pays d'Europe avaient fait comme la France, l'Ukraine serait probablement déjà effondrée ou serait dans une position militaire bien plus défavorable. Ce qui est une vraie inquiétude. Tout simplement, s'il n'y a pas de commande de la part de l'État sur beaucoup de systèmes qui sont certes très performants en France, mais qui existent éventuellement à l'étranger, il n'y aura pas de montée en gamme, il n'y aura pas d'adaptation à ce vocable qui a beaucoup inquiété d'économie de guerre et qui a aujourd'hui été abandonné au profit de cette idée d'économie de préparation à la guerre, je crois que c'est le vocable en vogue. Mais l'économie...
Voilà. Moi, avant 2022, j'ai tendance à parler d'artisanat de guerre, si vous voulez, où on produisait très peu, très lentement, parce qu'il n'y avait pas forcément de menace. Mais je pense que le pivot post-2022, malheureusement, il n'a pas été pris, et je ne peux pas pour ça en blâmer les industriels on a privatisé la BITD. C'est un fait. On ne peut pas demander à l'industrie de défense, à part ceux qui sont possédés par l'État, de produire hors commande. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'industrie de défense française, notamment dans le terrestre, on va dire, ne fait pas assez de bénéfices pour se permettre ce genre de manœuvre, qui est accessible à seulement les plus gros acteurs comme Rheinmetall, pour le coup. Voilà. Ça répond à peu près. Merci beaucoup. Rachid Temal. D'abord, merci pour votre présentation et vos propos. On voit l'image. Et vos propos, parce qu'ils sont éclairants. Alors, je vais repartir de vos derniers propos. Et vous évoquez l'impact de la privatisation, finalement, de la BITD. Et je partage seulement. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on privatise, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite les entreprises vous répondent qu'elles ont un équilibre financier. Et donc, tout ça doit nous interroger quand même sur avoir une volonté militaire et quel est le rôle, quelle est la place, quel est le rapport avec un outil industriel. Et ça, c'est quand même une question qui, je crois, ne peut pas être passée par perte et profit. Donc, et c'est pas non plus juste en faisant, on va même plus loin dorénavant, parce que certains imaginent juste l'européaniser pour régler les problèmes. C'est-à-dire qu'on peut toujours pousser la boule à la fin. Bon, ça, c'est une première question. Et donc, est-ce que vous avez des propositions sur justement comment, sur un certain nombre d'actions à mener concrètement pour éviter que ce processus s'amplifie. Deuxième question, vous évoquez, vous comparez avec la Pologne. Alors, on va vous dire que dans un premier temps, nous avons la dissuasion, ils ne l'ont pas. Ils sont à proximité de ce qui est aujourd'hui le compétiteur, on va dire, principal, ce que nous ne sommes pas. Bon, tout ça est vrai, par ailleurs. Bon. Mais donc, ma question, elle est sur, et vous posez-vous une question finalement, je veux dire quasiment philosophique, mais qui a un sens, qui est de dire, est-ce qu'on doit tout faire comme c'est le modèle imaginé en France, on va dire l'héritage gaulo-mitterrandien, pour faire simple, ou avoir des logiques qui sont un peu différentes, qui seraient de dire, finalement, assumons d'être finalement une puissance moyenne, faisons ce que nous savons bien faire, menons des partenariats, des coopérations avec d'autres, mais ça veut dire deux approches différentes. Donc, dans les deux cas, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui seraient les bonnes choses à faire? Par exemple, sur la première question, sur le premier axe, qui est, finalement, un des sujets, c'est comment on a demain une industrie de défense au niveau. Est-ce qu'on y met des moyens? Est-ce que c'est un problème de financier? Est-ce qu'il y a un problème de volonté industrielle? Quels sont les outils? Et dans l'autre cas, dans l'autre piste que vous essayez de nous présenter, ça voudrait dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on conserverait et vers qui faudrait-il tourner des partenariats? Je dis pas des partenariats sous le modèle du SCAF, mais de dire, par exemple, tel pays peut être lui sur tel système majeur qu'on lui achète, sinon on lui achète le sien. Enfin, je veux dire, comment vous imaginez ces deux axes concrètement? Je ne sais pas si j'ai été très clair. Voilà. Je vais faire mon possible pour vous répondre sans non plus me faire trop d'ennemis. Vous imaginez bien. Parce que c'est vrai que juste sur la LPM, vous avez cité les chiffres, mais on pourrait aussi être plus taquin, parce que quand vous écrasez la LPM 2 ans avant la fin, il y a 80 milliards qui se baladent. Donc vous pouvez toujours dire que finalement la prochaine est d'encore plus grosse, parce que vous avez oublié les 2 dernières années que vous avez scratché. Ça me ramène en 2023 où on avait parlé de LPM d'économie de guerre. Et quand l'industrie avait fait remarquer que l'économie de guerre, c'était pas décaler absolument toutes les cibles d'acquisition, il y avait eu un petit blocage en termes de communication. Au sens où la LPM de 2023, toute LPM d'économie de guerre qu'elle est moins ambitieuse en termes de cibles d'acquisition que la LPM de 2019 pour 2030. Elle l'est un petit peu plus pour 2035, qui n'était pas spécifiée dans la LPM de 2019. Néanmoins, on voit bien qu'il y a un malaise. Malheureusement, la réponse va être peut-être très vulgaire, mais c'est celui qui a l'argent qui domine à la fin. Et c'est celui qui investit qui domine. Parce que dans un contexte d'industrie privatisée, c'est celui qui commande les gros volumes qui va déterminer les spécifications majeures, qui va déterminer la cadence de production, et qui va à la fin déterminer qui a quoi. Une des perspectives que les Polonais ont, et que je trouve très intéressante, c'est, et si tous ces systèmes-là, ils n'ont pas forcément la ressource humaine pour les mettre en ligne, par contre, ils peuvent en stocker. Ils peuvent en stocker une quantité assez impressionnante. Et il y a un objectif de rénovation des infrastructures en Pologne qui est en cours. Et ça fait d'eux ensuite le pourvoyeur de systèmes pour une possible défense européenne. Est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas, mais c'est une piste qui est à réfléchir,
de notre côté aussi. Effectivement, nous sommes loin de la ligne de front, tout à fait. Néanmoins, se réfugier derrière la dissuasion en permanence fait de nous, je pense, un allié... Non, c'est juste que ça nous a opposés régulièrement, en fait. Se réfugier en permanence derrière la dissuasion fait de nous un allié de qualité variable, dirons-nous. Parce que la dissuasion, malgré 4 ans de discours sur la dimension régionale de la dissuasion française, elle reste très française. On a entendu ce terme d'intimité stratégique, mais il n'y a pas d'intimité stratégique, il n'y a que des preuves d'intimité stratégique. Et pour le moment, les preuves d'intimité stratégique ne sont pas forcément au rendez-vous. Et même cette question provoque un malaise. J'en veux pour preuve les réactions qu'il y a eu au rapport d'Hélène Conway-Mouret sur muscler l'européanisation de la BITD. Il me semble qu'une... Oui, pardon, excusez-moi. Comme j'ai vu Hélène hier, c'était plus pratique. Mais il y a eu un malaise apparemment sur la question des garanties. La question des garanties nucléaires également. Et le problème, malheureusement, on en revient, c'est que tant que la France continuera d'étaler son budget sur une tartine qui est beaucoup trop grande, la situation ne changera pas parce qu'elle sera incapable de fournir des effets d'échelle et des effets dimensionnants à l'échelle européenne. Nous pourrons avoir, comme toujours, des petites capacités très performantes en quantité très limitée, mais malheureusement, c'est pas forcément ça qui gagne une guerre. J'en suis persuadé. Maintenant, est-ce qu'il faut tout faire ou faut de la subsidiarité ? Bon, 3 000 milliards de dettes, une pyramide des âges qui est ce qu'elle est, un poids des retraites qui explose dans nos finances publiques. Je pense que tout faire, c'est absurde. Mais personne ne veut tout faire. La marine polonaise est le parent pauvre de l'effort polonais. L'armée de l'air polonaise est avant tout soumise, pour le dire grossièrement, à son armée de terre. Maintenant, la question est, à quoi on se prépare ? Si on suit les propos du chef d'état-major des armées, le conflit avec la Russie n'est pas pour dans 10 ans, il est potentiellement pour bien plus tôt. Donc, au vu du temps dont on dispose et des besoins dont on dispose, la question est comment on répond de manière efficace, ou on contribue de manière efficace à un conflit aéroterrestre sur le territoire européen. Il ne s'agit pas d'aligner 10 divisions complètes, l'arme au pied, et de sabrer absolument tout le reste, mais simplement de faire cet effort de sincérisation stratégique qui dit que peut-être l'Indo-Pacifique c'est une chose, mais que en l'état, nous ne serons jamais forcément un acteur vraiment crédible en Indo-Pacifique parce que face à nous, l'adversaire potentiel c'est la Chine et que nous ne serons pas forcément dans le cadre qui nous convient et que peut-être, au contraire, il faut mettre un effort davantage sur l'armée de terre et l'armée de l'air, le corps d'armée, les stocks de munitions, la formation de pilotes, etc., pour maintenir une approche crédible. Je pense malheureusement qu'un format français à 200 chars, 110 Césars, 500 blindés d'infanterie de combat et 26 lance-roquettes, de ce point de vue-là, c'est très insuffisant. Le format du corps d'armée, je sais c'est une marotte, mais l'IFRI a aussi sorti une étude sur le corps d'armée comme étalon de la puissance terrestre. C'est important. Un corps d'armée, c'est 2 divisions, en fait, une division française et une division étrangère, mais la division française doit être relevable, avec leur matériel, avec leurs munitions, et si la France veut être nation cadre, elle ne doit pas seulement avoir ces éléments organiques et ces capacités, elle doit aussi pouvoir fournir les plus petites nations, comme l'Estonie, en munitions, notamment, en système de soutien, etc. etc. C'est peut-être la fin du modèle gaulo-mitterrandien. Mais je pense malheureusement que le modèle gaulo-mitterrandien, s'il n'est viable qu'en temps de paix, alors il n'est pas viable du tout. Puisqu'on sort, enfin, je suis né en 96, j'ai grandi avec les coupes de budget et les fermetures d'unités. En fait, le problème, c'est que si on a maintenu l'image d'une armée complète tant qu'il n'y avait pas de menace, mais que dès que la menace arrive, on doit la rabattre, alors c'est qu'elle était morte depuis longtemps, en fait. C'est que c'était littéralement ce qu'on peut appeler un tigre de papier. Hélas. On passe au chenille. Je vous propose de passer à la chenille, c'est un sujet qui nous intéresse. Je suis pourtant pas le plus optimiste de cette commission, mais je suis parfois un peu plus que vous. Sur le sujet, non mais parce que j'ai trouvé mon maître, sur le sujet des catalogues sur le sujet des drones, je suis moins pessimiste parce que j'ai vu les démonstrations des capacités de l'armée, au moment de la démonstration des capacités de l'armée de terre, qu'on savait faire des choses nouvelles, voler en essaim au milieu de Paris, c'était quand même pas gagné d'avance. Je pense que les espaces ségrés commencent à
à évoluer, les esprits aussi. On peut de plus en plus, en tout cas, utiliser nos drones et les tester. Et puis je rappelle que sur le choix des drones et sur la problématique des marches d'appel d'offres, etc., on a proposé dans cette commission un amendement à la loi de programmation militaire de 23 qui s'appelle le catalogue des drones de confiance, sur un modèle type un peu UGAP, très basique et très simple, et que effectivement on attend tous qu'il soit utilisé. J'ai l'impression qu'il y a quelques balbutiements sur le sujet en ce moment, mais on travaille aussi sur ces questions. Donc je suis moins pessimiste sur la question des drones. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre petit à petit la mesure de l'importance du sujet, mais effectivement on garde du retard, mais je suis moins pessimiste que vous. Je vous laisse parler peut-être des chars, c'est un sujet quand même important aussi. Alors un instant, oui, je suis d'un naturel pessimiste, je sais. Maintenant, oui, on est beaucoup mieux à la fois à l'échelle française qu'à l'échelle de l'OTAN en 2025 qu'en 2022. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Il y a beaucoup de signes encourageants, il y a beaucoup d'évolutions en interne. Elles sont évidemment trop lentes, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais déjà elles existent. C'était pas forcément gagné il y a 4 ans. Donc je vais essayer de ne pas me laisser aller au pessimisme. Il y a aussi des signes pas très encourageants, mais il y en a aussi beaucoup d'encourageants. Le char. Alors, contexte. Pourquoi une étude sur le char ? La guerre en Ukraine est arrivée aux yeux de beaucoup de citoyens français et d'autres par un très grand nombre d'images prises par des drones sur des chars russes ou ukrainiens se faisant détruire d'une manière ou d'une autre, souvent par des drones. Les listes de pertes qui ont pu être établies grâce à ces images montrent une très forte proportion de chars détruits et ont beaucoup laissé à penser peut-être que le char était l'arme d'hier, qu'elle était devenue beaucoup trop vulnérable, ce qui se comprend en partie, mais qui doit être beaucoup nuancé, pour au moins deux premières raisons. D'abord, Russes comme Ukrainiens y accordent toujours une place qui est très importante, avec des adaptations de l'usage, des adaptations d'architecture, notamment futures du côté russe, qui sont à suivre parce qu'elles sont intéressantes et qu'elles rompent radicalement avec ce qui se faisait dans les années 90. Que le réarmement européen y accorde une place importante. Quand un pays réarme, il a tendance à acheter, voire à racheter des chars. Vous avez des États qui avaient abandonné la capacité char, je pense notamment aux Pays-Bas, qui en rachètent aujourd'hui, des pays qui n'en ont jamais eu, comme les Lituaniens, qui en achètent aujourd'hui. Et une situation française qui, par contre, est, désolé, ici encore, particulièrement précaire. Je pense que l'étincelle initiale, ça a quand même été ce moment où on m'a expliqué que la flotte française de chars n'avait plus de moteur, et que le dernier moteur disponible avait été prélevé sur le char Leclerc qui était au musée des blindés de Saumur. Où là, on s'est dit que s'il fallait attendre 2040, voire 2045 pour le MGCS, ça allait coincer quelque part. Donc on s'est saisi nous-mêmes du sujet, avec le soutien de l'industrie et des armées, pour produire cette étude. Yes. Donc dans un premier temps, comprendre et nuancer certaines pertes. 5000 chars perdus, globalement, en 4 ans. C'est énorme, c'est à peu près l'ensemble du parc européen hors stock de long terme de 2024. Si vous agglomérez les pertes ukrainiennes et russes. Néanmoins, ces pertes-là, elles s'expliquent. Elles s'expliquent d'abord par la très forte densité de chars que vous avez dans ces armées-là, qui sont d'héritage soviétique, où le char, en fait, est un pion tactique de base, qui est indispensable, qui est présent dans toutes les unités, pour toutes les opérations. Les offensives de 2022, qui étaient très fortement mécanisées, et qui, lorsqu'elles ont échoué, ont aussi laissé derrière elles une quantité très importante de matériel, mais qui ont aussi connu des vrais succès. Tout le monde se rappelle de l'échec russe au nord de Kiev. Rappelons-nous tout de même du succès russe au sud, avec la récupération de l'ensemble du littoral de la mer d'Azov, notamment par des points de blindés. Des succès aussi ukrainiens, qui doivent une partie de leur succès aux chars. Que ce soit en défensive, vous avez des villes entières, notamment dans le nord du pays, qui vont être défendues par quelques unités de chars qui, en fait, en se relayant, en faisant des rotations, vont donner aux unités de défense territoriale en place la puissance de feu nécessaire pour repousser des assauts, mais aussi des contre-offensives en propre. Les contre-offensives qui repoussent les Russes en mars-avril 2022 sont très fortement blindées. Parce que c'est encore une fois la culture de l'armée ukrainienne, de l'armée post-soviétique, on va dire, avec une plateforme qui reste très capable, quand bien même elle est effectivement la plus gourmande en maintenance. Les pertes, elles s'expliquent comment ? Elles s'expliquent avec les défaillances de part et d'autre dans les compositions. Les battle groups russes qui entrent en Ukraine sont en fait très fortement pourvus en artillerie, en chars, mais en fait très peu en infanterie, avec des systèmes de maintenance et de logistique qui sont très faibles, qui en fait, si vous n'avez pas les moyens de dépanner un char, déjà il est vulnérable tant qu'il est mobilisé, mais surtout vous devez l'abandonner si vous vous retirez.
Et ça a beaucoup contribué à la pente très forte que vous voyez en fait entre mars et juin 2022. Une progression qui a été désordonnée, hors des bulles logistiques, mais surtout hors des bulles de défense antiaérienne russes, qui a donc beaucoup exposé les colonnes d'attaque. Un repli de mars 2022 qui a laissé beaucoup de matériel sur le carreau, et des assauts répétés par la suite contre les lignes fortifiées de la part des Russes, puis dans un moment, notamment à l'été 2023, de la part des Ukrainiens contre des lignes fortifiées, qui sont un exercice particulièrement complexe quand vous n'avez pas la supériorité aérienne et qui ont donc engendré des pertes. La densité des armes anti-chars, notamment le Javelin, qui est très vite devenu un des symboles de la résistance ukrainienne. Néanmoins, vous avez aussi une adaptation, qui est en fait assez rapide et qui explique peut-être le plateau qu'on peut constater déjà après juin 2022, et un rythme de perte qui évolue. Vous avez les fameuses cages qui arrivent assez vite, vous avez des installations de dispositifs de couverture thermique qui permettent de dissimuler, bon an mal an, le char face aux caméras thermiques. Vous avez des évolutions dans la pratique. Et l'évolution majeure dans la pratique, notamment, je pense que c'est le tir indirect. Au sens où le char, du côté français et européen, a longtemps été pensé comme une arme anti-char, pour faire du tir tendu contre un autre char, parce qu'il est le seul à avoir la pénétration nécessaire. Non. Les Ukrainiens et les Russes vont très vite revenir à une pratique assez soviétique, mais que nous connaissions aussi pendant la guerre froide, qui est, vous élevez suffisamment le canon, vous calculez une trajectoire balistique, et vous faites un tir indirect, comme une pièce d'artillerie. Néanmoins, vous avez un système qui est beaucoup plus résistant qu'une artillerie standard, avec une capacité de mobilité qui est aussi plus importante. Vous allez aussi avoir le couplage avec des drones, qui va être de plus en plus intéressant, et différentes adaptations de cette nature. Maintenant, un élément important est que l'obsolescence d'un système n'est pas déterminée par sa vulnérabilité. Et ça, pour le coup, c'est des échanges avec les brigades ukrainiennes qui nous l'ont bien montré. Quand on explique aux Ukrainiens que le char est obsolète parce qu'il est vulnérable aux drones, l'Ukrainien a tendance à vous répondre que le fantassin aussi. Et pourtant, les fantassins, il y en a encore, malgré les problèmes RH. L'obsolescence, à mon sens, elle vient du moment où vous avez développé un système qui est capable de remplacer avantageusement un char. Aujourd'hui, le drone en est incapable. Il peut faire beaucoup de choses, mais un drone ne peut pas remplir les mêmes missions tactiques qu'un char. Pas encore peut-être, mais pas encore. Vous avez ce couple qu'on a dû vous expliquer plusieurs fois, entre puissance, mobilité, survivabilité, qui font du char une plateforme qui est un atout qui reste persistant et très important. Et aussi une guerre en Ukraine qui va souligner peut-être certains problèmes des chars occidentaux, qui sont certes beaucoup plus lourds que leurs homologues ukrainiens et russes, mais qui sont aussi beaucoup plus complexes, et qui ont une surspécialisation sur la mission anti-char qui est très problématique, de l'aveu même des Ukrainiens. Ces rétextes-là, ils sont importants pour préparer les évolutions d'après l'Ukraine. Les Russes, de leur côté, quand on observe ce qui sort de leurs instituts et du terrain, vous avez en fait une approche qui va peut-être être la fin du main battle tank, du char de bataille principal, qui est bon à tout faire, avec une versionnisation en système spécialisé pour l'appui d'infanterie, pour la lutte anti-drone, pour l'artillerie. Le char redevient une plateforme qui peut être déclinée comme elle l'était pendant la Seconde Guerre mondiale, typiquement. Maintenant, les Ukrainiens, eux, de leur côté, quand vous leur demandez une liste à l'après-vert du char qu'ils aimeraient, étonnamment, ils vous décrivent plutôt un char Leclerc, en termes de performance, c'est assez intéressant. Et les Européens, de leur côté, réarment, de manière assez rapide. Assez rapidement, ce qui est à constater, c'est d'abord le désarmement. Non, je ne l'ai pas mis. Le schéma que vous voyez en haut montre en fait l'évolution de la composition du parc de chars européen entre 1980 et 2025, avec une place allemande qui devient majeure. L'Allemagne, en 2022, peut considérer qu'elle a le monopole du char en Europe, avec l'extinction des offres des autres acteurs traditionnels, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie, qui avaient... Oui, voilà. Oui, il y a deux versions de ce schéma dans l'étude. Vous en avez une version qui est en volume et une version qui est en pourcentage. La version en volume vous montre qu'en fait, le volume s'effondre, tout simplement. La version pourcentage est intéressante pour voir la progression du côté allemand. Et en 2022, l'Allemagne prépare cependant l'avenir, même au début de la guerre. Vous avez donc le KF-51, qui est donc le produit de Rheinmetall qui a été dévoilé à Eurosatory 2022. Le Léopard 3 est déjà dans les cartons. Mais surtout, vous avez de nouveaux challengers qui arrivent. La Corée du Sud, qui fait son entrée absolument fracassante avec les 1000 chars du contrat cadre polonais. Avant ça, vous aviez un retour timide, mais réel,
des Américains avec les commandes polonaises encore d'Abrams qui ont été livrées immédiatement. Mais à côté de ça, en fait, vous voyez le problème. C'est que la plupart des parcs sont en fait dans un état soit de stockage de long terme, soit micro. Vous avez un chiffre qui revient très souvent, qui est cité notamment par la Munich Security Conference et par d'autres, qui souligne que le parc européen de chars est beaucoup trop hétérogène. Je m'inscris en faux à cette affirmation, tout simplement puisque ce schéma vous montre que c'est pas si hétérogène que ça. Vous avez un système qui est majeur, le Léopard 2, qui équipe en fait aujourd'hui l'essentiel des armées blindées européennes. Vous avez un retour progressif des Américains, et vous avez l'entrée fracassante des Coréens. Les autres chars européens sont vieillissants et doivent être retirés d'ici à 10 ans. Les chars soviétiques, une grande partie des colonnes que vous voyez là, en fait, a été donnée aux Ukrainiens, et n'est donc plus un problème. En réalité, des modèles sur le marché européen, vous en avez 3. Allemand, américain et coréen. Le succès allemand, comment il s'explique? Il s'explique d'abord par un intérêt qui ne s'est jamais démenti sur le char, qui reste dans la vision allemande un atout stratégique, militaire, stratégique et industriel. Une politique industrielle qui est intelligente, avec un club de clients, une amélioration incrémentale des systèmes, une politique de stock qui a permis en fait à l'industrie allemande de survivre aux dividendes de la guerre froide en rachetant les systèmes dont se débarrassaient les armées pour les maintenir, les rénover et les revendre avec des délais de livraison qui étaient imbattables. Et avec un marché de la seconde main qui est bien utilisé. Là où la France, pour le coup, ou l'Italie ou la Grande-Bretagne n'a pas réussi à faire ça. Globalement, vous avez quand même plus de chars commandés en 3 ans en Europe qu'en 30 ans, avec des pays qui ne modernisent pas, qui sont minoritaires. Typiquement, la Grèce, les 500 Léopard 1 grecs, la question de leur modernisation se pose, mais la question de leur état aussi. Et maintenant, la perspective française. Je pense que le terme soins palliatifs n'est pas volé, vu l'état du parc et les retours des militaires. Avec, je vous le refais rapidement, un parc français initialement pensé pour 1400 Leclerc, qui descend à 400 du fait des 10 ans de la paix. La France, en fait, n'a jamais eu 400 Leclerc opérationnels en même temps, puisque 200 sont stockés au cours des années 2000. Avec l'idée que nous allons faire des économies sur l'achat de pièces détachées en stockant la moitié de la flotte et en prélevant les pièces nécessaires sur cette flotte. Solution intéressante probablement financièrement à l'heure de la RGPP et de la réforme des parcs des années 2000, mais dont on paye aujourd'hui les conséquences. Avec un parc français dont la disponibilité est tombée très probablement en dessous des 30% à un moment, qui a contraint le Minarme à trouver une solution en catastrophe pour retrouver des turbines pour faire fonctionner les moteurs, en demandant à l'industriel de les reproduire, qui ont coûté probablement 5 à 10 fois plus cher qu'elles n'auraient coûté si ça avait été fait en 2015, typiquement. Et un mur de la disponibilité qui, s'il a été temporairement repoussé grâce à cette remise en production, la modernisation en cours du XLR ne répond pas en fait à ce problème-là, puisque la modernisation en cours ne traite pas le problème de la motorisation et ne traite pas donc le problème majeur de disponibilité. Un MGCS qui, vu l'état des coopérations franco-allemandes, n'est pas au beau fixe, qui en fait était plutôt rationnel au départ avec une coopération entre les deux KNDS, l'un faisant la motorisation, l'autre faisant l'armement, qui était tout à fait rationnel, tout à fait intéressant, qui a été mis en grande difficulté par l'intégration forcée de Rheinmetall dans le programme, qui entend apporter sa solution au moins d'armement, mais potentiellement sur bien d'autres domaines. Selon le partenariat MGCS, il est tellement déséquilibré, il a tellement toujours été qu'il y a eu une réaction qui n'a pas été comprise, je pense, dans la déclaration du président, quand le président déclare que si l'Allemagne quitte le SCAF ou fait des difficultés sur le SCAF, la France pensera quitter le MGCS. Parce que si sur le SCAF, la France a des arguments, sur le MGCS, la France en a encore moins. L'Allemagne a maintenant le budget, elle a l'intérêt sur les chars, et elle a toute la technologie pour faire à peu près tout seul, en fait. Là où la France a un budget, comme on l'a déjà dit, qui est limité, une technologie qui est en difficulté, puisque nous maîtrisons l'armement, la tourelle et une partie, mais nous ne maîtrisons plus les enjeux liés à la motorisation et la caisse. Et elle a l'export. Le Leclerc s'est exporté une unique fois, il n'est plus produit depuis 2008, là où le Léopard a continué d'être produit et amélioré tout du long, ce qui fait que le besoin allemand, en fait, il est limité.
Ils auront toujours des chars. Donc eux ne se posent pas la question d'avoir 100 ou 200 chars. Eux, aujourd'hui, se posent la question d'avoir entre 300 et 400. Mais eux ont encore une production qui limite l'urgence de leurs besoins. Ce n'est pas forcément notre cas. Et surtout, il y a eu une tendance qui a été de dire « Oui, mais en fait, les Allemands vont nous acheter des SCAF et nous allons leur acheter des MGCS ». Ça, cette réflexion-là, je pense qu'elle est faussée, puisque nous ne parlons pas de la même chose. Un Léopard 2 moderne, tout compris, enfin, de base, vous avez un prix d'achat à 25 millions d'euros. Un Rafale ou un Eurofighter, on est plus de l'ordre de 100 millions. À moins d'acheter 4 fois plus de chars que d'avions, cet échange-là, il n'est pas rentable. Or, la France veut 225 avions, elle n'en a jamais voulu que 200 chars. Donc cet argument-là n'est pas recevable du côté allemand, tout simplement. Donc maintenant, que faire ? Est-ce que j'ai mis quelque chose derrière ? Oui. Que faire ? On a des solutions qui sont limitées. On peut poursuivre le MGCS, avec une situation qui va être assez difficile, tout simplement, mais qui a l'avantage d'une bonne intégration européenne, mais d'un fort déséquilibre des partenaires et d'un calendrier qui est différent. Une suggestion qui est souvent revenue était celle des Émirats arabes unis, qui sont l'unique client export du Leclerc. Donc un partenariat qui est historique, un rapprochement des calendriers, notamment sur la modernisation du Leclerc. Maintenant, j'ai peur qu'en pensant aux Émirats arabes unis, on pense que les Émirats sont ceux des années 80-90 qui ne demandent pas forcément beaucoup de compensation industrielle ou de transfert de technologie. Ce n'est plus le cas. Les Émirats ont une ambition dans l'industrie de défense qui est très forte. Et penser que ce sera plus facile de travailler avec les Émirats de ce point de vue-là qu'avec les Allemands, c'est peut-être faire fausse route à mon sens. D'autant que les Émirats, de même que l'Inde, ne sont pas forcément alignés sur nos intérêts stratégiques. Les Émirats n'ont jamais voté les motions qui condamnaient l'invasion russe de l'Ukraine depuis 2022. Ils viennent de le refaire en s'abstenant hier ou avant-hier. Là où l'Allemagne, certes, nous avons des difficultés d'un point de vue industriel et économique de concurrence, néanmoins, j'ai peut-être l'innocence de penser que nos agendas stratégiques, notamment vis-à-vis de la Russie, sont plus alignés. Peut-être plus qu'ils ne l'étaient auparavant, quand l'Allemagne était très dépendante du gaz russe. D'autres suggestions de partenariat, mais qui sont en fait surtout pour montrer les difficultés de la situation. La Pologne, qui a été très intéressée pendant un temps sur le MGCS et qui en a été déboutée 2 fois. Parce qu'on avait déjà assez de mal à s'organiser à 2, alors ça aurait été encore pire à 3. Seulement maintenant, les Polonais sont partis à grande vitesse avec les Coréens, l'offre coréenne est d'autant plus intéressante qu'elle s'aligne, non seulement vous avez le K2 qui est le char actuel, mais vous avez aussi bientôt le K3 qui est déjà en développement et qui devrait être disponible avant 2035. Quelques autres suggestions éventuellement, la Roumanie, qui est un grand pays en termes de chars, qui est un pays important de la stratégie française sur le flanc Est, mais qui a en fait des moyens financiers et technologiques limités, et qui risque très probablement de partir d'ici quelques années, soit avec le Léopard 2, soit avec le K2, donc coréen. Des acquisitions sur étagère qui sont évoquées régulièrement. Le Léopard 2, il y a une logique de cohérence européenne et d'intégration pour les programmes allemands pour la prochaine génération. Le problème est qu'avec toutes les commandes qu'on a évoquées, les livraisons ne sont pas prévues avant 2030, voire même bien après. Le M1 Abrams, plus difficile, au sens où certes la livraison est relativement rapide puisque les Américains utilisent leur stock pour livrer, néanmoins vous êtes sur un système qui est assez orthogonal avec la culture française de combat de chars. Vous avez un coût qui est très important à la fois à l'achat et en maintenance, et des relations transatlantiques qui sont dans l'état que l'on connaît. Le K2, pour le coup, je serais peut-être moins enthousiaste en fait que sur le Shenmue. Vous avez l'avantage de la livraison rapide, vous avez l'avantage d'un char qui a l'habitude d'intégrer des composants français. Une bonne partie des modules des chars coréens livrés aux Polonais disposent de viseurs ou de radios qui sont françaises, par exemple. Mais si la France veut 100 chars ou 200 chars, elle ne peut s'attendre qu'à des offsets peut-être beaucoup plus limités que ce qu'ont obtenu les Polonais, qui vont produire 4 à 600 des chars commandés sur leur sol, avec leurs propres spécifications. Et enfin, une solution nationale, qui avec différents niveaux d'ambition, une solution intermédiaire partagée avec les Allemands, qui en fait reviendrait à faire ce qui s'appelait le MBT, le Enhanced ou European Main Battle Tank, il y a quelques années, où on clipse littéralement une tourelle française sur un châssis allemand, qui a l'avantage de la relative rapidité, d'un coût limité, mais éventuellement d'une contrainte à l'export, et aussi d'une quid de l'adaptation aux nouvelles menaces. Ces questions-là étant peut-être plus minoritaires.
La solution intermédiaire nationale, qui vise donc à faire une capacité intermédiaire pour pallier à la mort lente du parc Leclerc et à l'arrivée tardive d'un successeur, qui aurait le mérite de relancer une filière française qui n'a plus travaillé sur les sujets chenilles depuis plus de 25 ans maintenant, et de compléter le Leclerc jusqu'au MGCS. Le problème, c'est que vous arrivez sur un marché où il y a déjà une très forte concurrence, comme on l'a évoqué, et potentiellement l'idée que nous développerions un char de moyen terme, qui intéresserait assez peu, à terme, nos partenaires européens, qui auraient peut-être un potentiel à l'export ailleurs, sur les partenaires traditionnels de la France, mais pas forcément sur les pays qui se préparent à la guerre. Et enfin, travailler dès maintenant sur une nouvelle génération franco-française, avec un regain d'autonomie sur le long terme, mais sur un segment qui est rarement considéré comme stratégique en France, et avec un coût, à n'en pas douter, très important, et un problème de compétences technologiques, lui aussi très important. Et je vais m'arrêter là. Très bien, merci beaucoup. Très intéressant. Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que... Personne ? Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ces deux rapports. Ça a évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'intérêt pour nous dans la mesure où on va devoir débattre sur la question de la loi de programmation militaire dans les semaines qui viennent et que avec les rapporteurs du P146 qui sont plus particulièrement sur ces sujets capacitaires, il y aura évidemment des discussions à avoir et même si un certain nombre de choix ont d'ores et déjà été faits, il y a quand même des études en cours, notamment sur le remplacement du LRU qui évidemment vont nous amener à devoir prendre des décisions importantes. Sur le char, je suis effectivement comme vous beaucoup moins optimiste parce que je pense que de toute façon la solution souveraine n'existant pas, il n'y a pas beaucoup d'autres ou n'existant plus, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Mais c'est toujours intéressant d'avoir cet éclairage parce que c'est vrai que le début de la guerre en Ukraine a fait s'interroger beaucoup de gens sur l'usage du char qui est devenu quasiment une pièce d'artillerie planquée dans la forêt avec un tissu de camouflage, tout comme l'ont été à un moment donné les hélicoptères où les Américains ont commencé à développer une doctrine qui consistait à considérer que l'hélicoptère avait plus vraiment d'avenir dans les combats modernes. Bon, depuis tout ça a été beaucoup discuté, a beaucoup évolué parce que c'est un combat qui a commencé un peu bizarrement, on va dire. C'était une opération spéciale, je le rappelle, menée telle qu'une opération spéciale, et donc une opération spéciale qui maintenant dure depuis 4 ans. Elle a évidemment des conséquences bien différentes de ce qu'on a pu constater au départ du conflit. Mais tout ça, évidemment, doit nous amener à tenir un certain nombre de leçons, et donc on va y travailler ici dans cette commission. Donc merci beaucoup, c'est intéressant, et puis j'ai lu attentivement, alors celui sur le char de combat, j'avoue que je ne l'ai pas complètement lu, mais celui sur le lance-roquettes unitaire, je l'ai lu ce week-end, je trouvais ça intéressant, il se rapproche évidemment des conclusions qu'on fait ici, on attend évidemment de voir quelles seront les offres que feront les industriels français, puisque je rappelle qu'ici, on attend avec impatience cette offre-là avant, je pense, de prendre une quelconque... Enfin, c'est pas nous qui prendrons les décisions, d'ailleurs, hein, je tiens à le rappeler. Mais en tout cas, on peut faire un certain nombre de préconisations. Et c'est ce qu'on ne manquera pas de faire dans le cadre de la loi de programmation militaire. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Merci à l'IFRI. Merci à vous-même. On lit toujours avec beaucoup d'attention ces études. Et elles nous sont très utiles, comme je l'espère, sont aussi, à sens inverse, les études du Sénat sur ces sujets. Et cette année, on parlera notamment des drones, de la lutte anti-drone et de l'usage de l'intelligence artificielle pour l'usage de ces deux matériels. Et donc, ça risque d'être aussi une étude intéressante. Après celle de 2017 et de 2021, qui elle, avait déjà annoncé un certain nombre de sujets d'avenir, puisqu'on parlait à l'époque en 2021 et en 2017 de masse de drones sacrifiables, et c'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui sur le champ de bataille en Ukraine et en Russie. Donc merci beaucoup, bonne journée à tout le monde. Et puis... Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.